Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio jusqu'à 12h30. 2 heures d'information, 2 heures de débat, 2 heures de témoignages, vos témoignages. 0826 300 300, ce n'est pas compliqué, vous appelez, vous êtes à l'antenne. Alors, pression de la rue, le gouvernement doit-il maintenant retirer sa réforme de retraite? Vous nous dites, allez-y. Quelle est votre opinion? Qu'en pensez-vous? Les syndicats préparent de nouvelles journées de mobilisation les mardis 7 et samedi 11 février. Le président de la CFE-CGC, les cadres, sera avec nous dans un instant. Nous entendons les interrogations et les doutes, répond Elisabeth Borne. Quelle signification accorder à cette déclaration? Le débat parlementaire, lui, commencera le 6. Nous sommes le 1er février, de nombreuses mesures entrent en vigueur. Nous allons détailler: hausse de 15% du prix de l'électricité, hausse de 4,75% du prix des péages autoroutiers, hausse du taux du livret A 3% et livret d'épargne populaire 6,1%, fin de l'isolement systématique pour les personnes testées positives au Covid-19, fin du suivi des cas contacts. Nous allons, là encore, expliquer toutes ces décisions du 1er février. Présentation ce matin au Conseil des ministres du projet de loi immigration du gouvernement. Un titre de séjour métier en tension sera créé. Certains travailleurs sans papier seront régularisés. Le gouvernement n'exclut pas d'instaurer des quotas. Débat entre 11h et 12h. L'immigration peut-elle remédier au déclin de la population française? Nous allons en parler. Dans le projet de loi, la volonté d'expulser davantage les étrangers, de réformer le système d'asile, de conditionner l'octroi de titres de séjour à une maîtrise de la langue française. À 12h10, pour en parler, je recevrai Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA, aujourd'hui président de la Fédération nationale des acteurs de solidarité. Bien, mais nous commençons avec la grande mobilisation d'hier, mobilisation contre la réforme des retraites, 10h32. François Omril, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CFE-CGC, vous étiez dans la rue, vous faites partie de ce front syndical uni. Gros succès de votre mobilisation hier. Vous allez recommencer les 7 et 11 février. C'est cela? Oui, tout à fait. C'est un gros succès. La mobilisation d'hier a réuni encore plus de gens que le 19 janvier. Oui. C'est un résultat important, mais c'est aussi la manifestation de la majorité de l'opinion qu'on a réussi à rassembler avec nous pour faire opposition à ce projet de loi que personne n'accepte. Alors vous demandez toujours le retrait du report de l'âge légal à 64 ans. C'est la base de tout pour vous. Oui, c'est la base. C'est incontournable. Vous n'êtes prêt à aucune discussion avec le gouvernement si le gouvernement ne retire pas ce report. Bien sûr, parce que la mobilisation, la raison d'être aussi de l'intersyndicale, elle est définitivement contre cette mesure de décalage à 64 ans qui ne passe pas, qui n'est pas justifiée et qui par ailleurs a des conséquences particulièrement injustes dans les populations qu'elle cible. Tout le sujet, il est là. Et si vous me donnez 20 secondes, je vais peut-être revenir sur les raisons. Le président de la République fait de très beaux discours. Et il nous a fait un discours en avril 21 sur le Covid. Il a dit « j'ai compris », etc. Arrive une période où on parle du partage de la valeur, où on nous dit « il faut partager plus la valeur, il faut que les gens soient mieux rémunérés pour leur travail ». Et finalement, qu'est-ce qui se passe à l'automne? Eh bien, le gouvernement supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Tiens, bizarre, la CVAE, il y a valeur dedans, il y a valeur ajoutée. Eh bien, on rend 8 milliards aux entreprises et dans le même temps, au même moment, on dit aux salariés, nous avons besoin d'argent, nous l'État, nous n'avons plus assez d'argent pour financer nos budgets, nous allons vous demander de travailler plus longtemps. Vous avouerez quand même qu'il y a une forme de paradoxe. Ça veut dire quoi? Tout pour l'entreprise, rien pour les salariés? Oui, c'est très exactement ce que ça veut dire. Les subventions aux entreprises ont dépassé les 200 milliards, on a plus que doublé en 10 ans. Moi je dis, on a un vrai problème. C'est efficace, le chômage baisse. Oui, alors les chiffres, les statistiques des chômeurs de catégorie A, ça baisse. Vous savez, les catégories A, c'est les chômeurs indemnisés. Comme le gouvernement a fait ce qu'il faut à travers sa loi pour qu'il y ait de moins en moins de chômeurs indemnisés, effectivement, il y a aussi de plus en plus de CDI.
Alors, il y a de plus en plus de CDI. Ce qui est une bonne nouvelle. Alors, c'est une très bonne nouvelle, mais bizarrement, d'ailleurs, les choses se sont un petit peu inversées. Oui. C'est que ce sont les entreprises qui, aujourd'hui, font la pression pour avoir plus de CDI parce que ça stabilise un peu plus les salariés. Et moi, j'observe ça... C'est une bonne chose, non ? C'est une très bonne chose, mais j'observe ça avec un peu d'ironie. C'est-à-dire que les entreprises qui, pendant des années, des dizaines d'années presque, ont tout fait pour précariser les contrats, s'aperçoivent que finalement, avoir des salariés un peu plus attachés à l'entreprise à travers leurs contrats, c'est peut-être une bonne chose, parce que ça permet de stabiliser des compétences, d'investir dans la formation, l'évolution de carrière, et que ça contribue à la compétitivité de l'entreprise. Bien, François Ombril, nous allons voir la suite. Donc, nous allons voir un peu ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Le débat commence, le texte est en commission, mais le débat commence dans l'hémicycle, commence le 6 février prochain. Il y a peut-être des aménagements que le gouvernement pourrait faire. Est-ce que ce sera suffisant ou pas pour que vous cessiez les mobilisations? Nous allons en parler. En attendant, Claudine est avec nous. Claudine est à Niort, dans les Deux-Sèvres. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour à votre invité. Alors, que dites-vous Claudine, de votre côté? Moi je dis que de toute façon, de mon point de vue, ils la feront passer. Ils la feront passer parce qu'ils sont obligés par rapport au GOP de l'Union européenne. C'est leur engagement. Au niveau des marchés, ils n'ont pas trop le choix. Et puis, de toute façon, si les gouvernements, celui-ci et les précédents, écoutaient la voix du peuple, ça se saurait. Parce que depuis 2005, on sait très bien que on s'en fout un peu. Voilà. Donc, on peut vous rétorquer, Claudine, que le peuple s'est exprimé à travers des élections. Oui, alors moi ça me fait rire, franchement, ça me fait marrer. Quand vous voyez le taux d'abstention, on comprend bien que la plupart des gens ne vont plus voter parce qu'ils n'ont plus confiance. Claudine, pardon de vous dire, mais ça, sur le taux d'abstention, il faut que le citoyen qui râle aujourd'hui soit responsable. Le citoyen qui râle, qui s'abstient, il n'a pas à râler. Pardonnez-moi, Claudine, mais à ce moment-là, il faut aller voter. Mais alors, attendez, moi j'ai été voté, donc de toute façon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller mettre un bulletin dans une urne qui, de toute façon, ne lui convient pas. Et en plus de ça... À ce moment-là, il met un bulletin, il va voter, il met un bulletin nul ou... Je ne sais pas, moi. Le bulletin blanc n'est pas reconnu. Puisque vous savez très bien que le vote blanc, de toute façon, n'est pas reconnu. Donc, oui, mais c'est une façon de s'exprimer. Non, parce que pour ça, il faudrait un vote blanc révocatoire au moins. Oui. Alors à ce moment-là, moi je serais d'accord qu'on mette même un vote obligatoire. Vous voyez, les gens sont obligés d'aller voter. Par contre, le vote blanc est reconnu et à ce moment-là, effectivement, il peut être révocatoire. Donc là, franchement, aller voter pour beaucoup de gens qui ne sont pas politisés, aller voter pour quelqu'un qui de toute façon ne leur plaît pas et en plus les gens en ont marre d'aller voter contre, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on vote pas contre, on vote pour. Claudine, vous pensez que le gouvernement ne pliera pas sous la pression? Moi, je pense qu'il a des engagements à plus haute échelle qui font que de toute façon, il va forcer. Et puis, c'est dans la nature de Macron, de toute façon, de faire ce genre de choses. Bien. De toute façon. Bon, merci François Ombril. Le gouvernement ne pliera pas ? Par rapport à ce que dit Claudine, moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Commission fait des recommandations à l'État français. Mais ce ne sont que des recommandations. Oui, je voudrais le rappeler. C'est pour ça que je le dis comme ça. Et en fait, le gouvernement, il a le choix. Le gouvernement, il a le choix. Mais bien sûr. Est-ce qu'il veut défier la Commission qui, dans ses recommandations, est dans une idéologie très néolibérale, qui assimile toutes les contributions de solidarité à de la dépense publique, etc. Donc là encore, c'est un débat dans le débat, je ne veux pas l'ouvrir ici. Oui. Mais le gouvernement, il a le choix. Soit il défie la Commission dans son idéologie, soit il défie sa population qui vient de s'exprimer de façon très majoritaire dans le mouvement social et par ailleurs dans les sondages. C'est au gouvernement de décider.
Et au-delà du gouvernement, c'est mon deuxième point, c'est à l'Assemblée de le faire. Il y a un débat parlementaire. Je trouve très bien qu'il y ait ce débat, que ce débat soit ouvert. Notre démocratie, c'est quand même une belle démocratie. Moi, je trouve, les gens s'expriment, on les écoute, on les entend, on les critique, ils ont des avis, on a quand même une vue sur les débats qui se passent à l'Assemblée. C'est très bien. Et moi, je souhaite pas du tout remettre en question la qualité, la force du mandat que les gens ont obtenu à travers leurs élections. Au contraire, moi, je suis là, et c'est le travail que nous faisons aujourd'hui, un travail de pédagogie, d'influence. Nous sommes là pour expliquer à ceux qui nous représentent à l'Assemblée la responsabilité qu'ils ont dans cette affaire. Oui, mais François Omril, justement, débat à l'Assemblée. Imaginons que la loi passe à l'Assemblée. Que faites-vous ? Que faites-vous ? Vous êtes mobilisé le 7 février, vous serez mobilisé le 11 février. Pendant ce temps-là, le débat sera engagé à l'Assemblée nationale. Imaginons que le débat est au bout, que d'une manière ou d'une autre, le texte soit adopté. Que faites-vous ? Ben là, je ne sais pas vous le dire, en fait, parce que c'est difficile pour moi d'envisager ce terme-là un peu comme une défaite finale. Hein. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique positive. Vous montrez une forte mobilisation, mais il y a un débat, comme vous le dites, à l'Assemblée nationale. La loi sera votée, si elle est votée. Vous faites quoi ? Moi, je ne sais pas, parce que, si vous voulez, moi, vous mettez le pays, vous redescendez dans la rue, vous bloquez le pays, vous faites quoi ? Honnêtement, je ne sais pas vous le dire, parce qu'on sera dans une autre séquence. Si la loi, au final, est votée, si elle passe, j'allais dire, toutes les barrières législatives, constitutionnelles, on aura une loi, et à ce moment-là, la problématique ne sera pas la même. On se réunira et on en discutera. Ça ne sera quand même pas tout à fait le même contexte. On est aujourd'hui dans une phase d'élaboration dans laquelle on a un rôle à jouer. Dans une phase de combat. Tout à fait, on a un rôle à jouer. Moi, je pense que, si vous voulez, la responsabilité du président de la République aujourd'hui, c'est de s'exprimer et de dire « j'ai compris, je retire mon projet ». D'autres avant lui l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi cette raison-là ne serait pas accessible à notre président. Retirer son projet et présenter un autre projet ? Oui, je crois que sur la question des retraites, comme je l'ai toujours dit, les sujets ne sont jamais urgents. On est quand même dans un dispositif aujourd'hui où il y a des excédents et où certains nous prévoient la faillite. Enfin, franchement, c'est grossier. Et donc, sur ces questions-là, nous, on est toujours sur le qui-vive. Et donc, c'est pas parce qu'il retirera son projet aujourd'hui qu'on ne restera pas attentif à toutes les questions d'équilibre financier dans le futur. François Omril, le gouvernement est prêt à discuter sur plusieurs points du projet de loi. Par exemple, sur les carrières longues, on a commencé à 20 ans. Aujourd'hui, dans le projet, il faut cotiser 44 ans pour pouvoir toucher une retraite pleine. Le gouvernement serait peut-être prêt à ramener à 43 ans de cotisation si on a commencé à 20 ans. L'index senior, sanctions financières au-delà de 300 salariés, pas avant, des mesures plus coercitives pourraient être adoptées par le gouvernement. Et tiens, pourquoi pas exonération de cotisation vieillesse pour les entreprises qui conserveraient leurs salariés âgés pour permettre un meilleur emploi des seniors. Ce serait une bonne idée, ça, non ? Non, pas du tout. Ça, c'est une proposition de la CPME, donc une organisation patronale, donc c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je pense que, vu la somme absolument colossale de deniers publics qu'on donne aux entreprises, on a quand même un moyen de pression assez suffisant. Il suffit de dire, écoutez, ce qu'on a prévu de vous donner, les exonérations qui existent aujourd'hui, on va vous les enlever, tout simplement. Ou on les conditionne et on les conditionne. Un taux d'emploi des seniors. Par exemple, vous savez, je l'avais dit à la Première ministre, avant qu'il décide l'exonération des 8 milliards de CVAE, écoutez, vous avez une baguette magique, ne leur donnez pas sur de simples promesses 8 milliards supplémentaires. Ils en ont peut-être eu assez. Ils les ont transformés en dividendes, des dividendes comme jamais du rachat d'actions. Donc là, on a un vrai problème de cohérence de la politique du gouvernement. Alors, nous avons sur le terrain purement politique, vous l'avez remarqué comme moi, François Omril, une droite qui est un peu partagée, qui ne sait pas trop, qui attend des avancées sur les critères de pénibilité, notamment reconnaître la manutention manuelle de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques. Bien, ça, ce sont des possibilités d'amélioration du texte. Et puis, vous avez une majorité qui est aussi partagée, qui ne sait pas trop qui soutient la réforme, mais en même temps qui a des doutes sur cette réforme. Vous avez une gauche, qui est une partie de la gauche, qui a fait riper le débat sur les milliardaires. Qu'est-ce que vous pensez de cela, d'ailleurs ? Moi, je suis très prudent dans ce genre de débat parce qu'il est très rapidement instrumentalisé et
peut nous desservir en fait. Donc, il dessert la lutte contre la réforme des retraites. Il peut nous desservir parce que évidemment on bascule dans des arguments qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment incarnés et productifs dans notre affaire. J'y reviens. On est sur le sujet du partage de la valeur, sur des indicateurs sur lesquels le gouvernement aujourd'hui a des marges de manœuvre extrêmement importantes, parce qu'il suffit de regarder la courbe de la façon dont l'État intervient dans les résultats des entreprises. Et là encore, je veux le préciser. Moi, je ne suis pas contre le fait que l'État aide les entreprises. Au contraire, je pense qu'un État fort, c'est aussi un État stratège qui intervient à différents niveaux de la chaîne économique pour pouvoir justement soutenir l'économie. Les États-Unis le font, l'Allemagne le fait, etc. C'est pas un problème. Le problème est de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas mettre en place des dispositifs de subvention qui vont à tout le monde sans discernement et sans conditionnalité. C'est là où je pense qu'on n'est pas bon. Et c'est là où je crois qu'il faut porter notre effort. Et c'est pour ça que j'ai pas tellement envie de basculer dans un débat pour le coup plus politique, qui à mon avis nous éloigne de l'essentiel. Donc les 7 et 11, vous appelez à une forte mobilisation, aussi forte que celle d'hier, si vous pouvez. Donc nous verrons ensuite, vous verrez ensuite, vous ne savez pas. Vous non plus, vous ne savez pas. Non, à chaque jour suffit sa peine. Moi, j'espère toujours que la raison va revenir. Et des grèves entre ces journées de manifestation, des grèves... alors il y a des appels à la grève, que dit la CGC ? La grève, ça fait partie des moyens pour revendiquer. Nous, on ne fait jamais d'appel à la grève. Si vous voulez, il y a deux choses entre le préavis qui couvre l'ensemble des sections et l'appel à la grève. Je crois savoir qu'aucune organisation confédérale ne fait un appel confédéral à la grève. Ce sont les sections qui décident. Ce sont les salariés qui sont concernés. Ce sont les personnes qui vont perdre de l'argent. C'est à eux de décider. Par exemple, la CGT et Sudrail qui ont déposé des préavis de grève pour les 7 et 8, je crois, février prochain. Vous vous joignez à cela ? Je vais vous répondre pour la RATP, parce que pour le coup, je me suis renseigné. Oui, ma section syndicale CFE-CGC à la RATP et dans l'appel intersyndical. Et dans l'appel intersyndical. Frédéric est à Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez, vous dites, j'ai l'impression qu'il y a une énorme mobilisation de la part des fonctionnaires. C'est ce que vous dites, Frédéric. Oui, tout à fait. Alors, juste avant, je voudrais vous remercier d'avoir dit ça tout à l'heure, Monsieur Bourdin, concernant les gens qui hurlent mais qui vont pas voter. Merci beaucoup. Parce que pour moi, je veux dire, l'une des caractéristiques de la société actuelle, c'est la perte de responsabilité, du sens de la responsabilité. Tout à fait, tout à fait. Oui, j'avais une question pour M. Aumery. J'ai vu, comme tout le monde, les images assez impressionnantes des manifestations. Mais je m'interroge, est-ce que les gens qui manifestent, c'est quand même pas essentiellement les effectifs fournis par la fonction publique tout de même? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Aumery? Moi, je vais répondre pour moi. La CFE-CGC était très présente dans le cortège à Paris. Il se trouve que j'ai pu décrocher et donc rejoindre mes troupes. Pour le coup, il y avait des gens de la fonction publique, mais il y avait majoritairement des gens du privé, de tous les secteurs économiques, de la banque, de la métallurgie, de la chimie, du commerce, de la restauration collective. Enfin voilà, je vais en oublier, ils vont me le reprocher, mais toutes mes fédérations étaient présentes, des fédérations du privé. Vous savez, nous, notre implantation, elle est très fortement ancrée dans des secteurs du privé. On est bien sûr très présent dans la fonction publique, dans certains secteurs de la fonction publique, mais nous, nos représentants et ceux qui manifestent dans les régions, ce sont des gens qui viennent principalement du privé, oui. Voilà, Frédéric. Merci. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci. Il est 10h49. Est-ce que j'ai le temps de prendre... Non. Je prendrai Mohamed plus tard. Merci François Aumery. Merci Jean-Jacques Bourdin de m'avoir invité. Et nous nous retrouverons. Vous venez régulièrement au lendemain de ces grandes manifestations et je vous en remercie. Il est 10h49. Vous êtes sur Sud Radio pour suivre l'actualité de près avec nous. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51. 10h51. Alors, nous allons parler, nous sommes le 1er février. 1er février, épargne autoroute, rénovation thermique, chômage, billets de train. Qui dit 1er du mois, dit entrée en vigueur d'un certain nombre de changements. Des nouveautés, par exemple, du côté des banques en ce 1er février. Félix Mathieu. Oui, le taux d'intérêt du livret A passe de 2 à 3%, tout comme le livret de développement durable et solidaire. 3%, un niveau record depuis une quinzaine d'années.
année, mais c'est toujours très inférieur à l'inflation. Le livret de développement durable et solidaire, il passe à 6,1%. 6,1%. Le livret d'épargne populaire. C'est le livret d'épargne populaire, oui. Qui passe à 6%. Oui, le livret d'épargne populaire. C'est vrai, pardon. Je confondais, il y en a 3 en tout. Hein. C'est vrai que livret A et livret de développement durable et solidaire, 3%. Et épargne populaire 6% pour le livret d'épargne populaire, c'est le double, mais il est réservé, lui, aux revenus modestes. Oui, avec un plafond qui est inférieur d'ailleurs à celui du livret A. Autre évolution, durée raccourcie pour l'indemnisation chômage. Oui, baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour les chômeurs qui ouvrent des droits à partir d'aujourd'hui. Un plancher minimal de 6 mois sera préservé. Par ailleurs, un complément de fin de droit est prévu si le marché du travail venait à se redégrader. Et puis, une nouveauté pour ceux qui prennent le train. Oui, c'est pas une bonne nouvelle. Le changement de billet coûtera désormais 19 € à moins d'une semaine du voyage. Côté transport, d'ailleurs, les tarifs des taxis augmentent de 4%. Et puis, les VTC obtiennent un minimum garanti, plus de courses à moins de 10 €. Oui, sur les autoroutes, hausse des prix des péages, 4,75% en moyenne. On en a parlé lundi. Et du côté de la facture d'électricité... Dégel des tarifs réglementés. Le gel des prix prend fin pour 23 millions d'abonnés aux tarifs réglementés, dont 1,5 million de petits professionnels. La hausse devrait être contenue à 15% maximum pour autant grâce au bouclier tarifaire. En tout cas pour les travaux d'isolation, les plafonds de la prime rénov sont rehaussés de 15 à 25 000 € pour les copropriétés, même de 30 à 35 000 pour les ménages modestes. Et puis le Covid, les règles d'exception qui avaient été mises en place depuis la pandémie sautent. Nous sommes avec le docteur Bruno Megarban, chef du service de réanimation à Lariboisière à Paris. Bonjour Bruno Megarban. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous Bruno. Bruno Megarban, dites-moi, fin de l'isolement systématique des malades du Covid. Oui, tout à fait. Fin de l'isolement systématique, fin du dépistage systématique des sujets contacts. Oui. J'allais dire, c'est une mesure de bon sens adaptée à la pratique qui est actuelle. C'est-à-dire, en fait, on constate autour de nous que plus personne ne s'isole lorsqu'il a un syndrome grippal et très peu de personnes dépistent effectivement s'ils sont porteurs ou pas du SARS-CoV-2. Nous sommes en train d'évoluer vers une phase de vie commune avec la Covid, comme avec d'ailleurs tous les autres virus respiratoires saisonniers. Oui. Le virus est toujours là, Bruno Megarban? Alors, oui, le virus est toujours là, même si aujourd'hui, la circulation du SARS-CoV-2 n'a jamais été aussi basse depuis 3 ans. Donc, on a environ 5000 contaminations par jour. Évidemment, ce chiffre est bien sous-estimé puisque très peu de personnes font des tests, et notamment les personnes asymptomatiques ne le font plus. Mais le virus circule. D'ailleurs, on note depuis maintenant une petite semaine une réaugmentation du fameux taux de reproduction effectif, le fameux R, qui augmente, même s'il est inférieur à 1, il semble réaugmenter. Donc, laissant penser quand même il y a une certaine fluctuation en fonction des mesures barrières que l'on adopte ou que l'on n'adopte pas. Fin de l'obligation de se faire dépister quand on n'est qu'à contact. Hein oui, tout à fait. Et c'est aussi la fin du régime dérogatoire pour les arrêts de travail. Un arrêt pour Covid fonctionne comme pour les autres arrêts maladie maintenant. Oui, tout à fait. La Covid est devenue quasiment maintenant une maladie habituelle. On la connaît beaucoup mieux d'un point de vue médical, d'un point de vue des risques. Et donc chacun connaît comment prévenir ou limiter le risque d'être contaminé et quels sont notamment, et c'est ça le point important, les personnes à haut risque de développer des formes graves de la maladie. Et donc lorsque l'on se sait infecté, lorsque l'on a un syndrome grippal, eh bien il faut effectivement porter le masque pour éviter de contaminer les autres et puis surtout, bien sûr, éviter d'aller rencontrer des personnes de son entourage qui sont âgées, fragiles ou immunodéprimées. Oui, bien sûr. Donc c'est du bon sens. Mais le virus aujourd'hui, le virus est là. Il est là. Est-ce qu'il est aussi contagieux qu'avant? Est-ce qu'il est, pour ceux qui le contractent aussi, dangereux qu'avant? Est-ce qu'il a évolué, ce virus? Alors, le virus est probablement plus contagieux qu'avant. Donc, les nouveaux sous-variants d'Omicron se sont imposés parce qu'ils ont acquis cette caractéristique de contagiosité plus importante. À l'inverse, le virus est moins virulent, notamment, bien sûr, dans une population extrêmement bien immunisée, c'est la fameuse immunité collective, avec une vaccination
de la population de l'ordre de 80%, et bien sûr une immunité acquise à la suite des infections antérieures. Le point néanmoins important à bien signaler, c'est que on pourrait penser que, évidemment, maintenant qu'on a une certaine immunité, eh bien, on peut se contaminer de nouveau, finalement, pour renforcer son immunité. Non, il faut faire attention. Si vous vous contaminez de façon répétée, en fait, vous allez cumuler des risques d'effets secondaires, de séquelles possibles, voire même de morbidité. Et en fait, il est démontré dans une population un peu plus âgée, donc chez les vétérans américains, donc qui sont plutôt des hommes, les infections répétées par Covid-19 augmentent la morbimortalité. Ouais, je comprends. Quel que soit le statut vaccinal. Quel que soit le statut vaccinal. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même vacciné, si vous cumulez les répétitions d'infections naturelles, eh bien, vous augmentez vos risques. On augmente les risques si on est touché par le virus à plusieurs reprises. Vous augmentez vos risques en phase aiguë, mais aussi les risques de Covid long. Et donc, de toute façon, il vaut mieux aujourd'hui, et c'est à nouveau du sens tout à fait logique, eh bien, ne pas se faire contaminer et se préserver. D'où, bien sûr, malgré la levée de la législation et de la réglementation restrictive, eh bien, de garder les mesures barrières lorsqu'on sent que celles-ci sont nécessaires. Voilà. Merci Bruno Megarban, merci vraiment. Merci, ces explications étaient indispensables. Chef du service de réanimation à Lariboisière à Paris, merci à vous. Il est 10h59, vous êtes sur Sud Radio. Allez, nous allons parler immigration tout de suite après les infos de 11h. Pourquoi immigration? Parce que le projet de loi immigration est présenté ce matin en Conseil des ministres et il y a beaucoup de points importants à développer et à débattre. A tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Deux grands sujets se télescopent. Il y a la réforme des retraites, évidemment, la forte mobilisation d'hier et les suites avec le début du débat à l'Assemblée nationale le 6 février prochain, lundi. Mais il y a un autre sujet, un autre projet de loi qui est présenté aujourd'hui, qui suscitera de grands débats. Il s'agit du projet de loi immigration. Projet de loi immigration qui est présenté en Conseil des ministres. Alors pour en parler et pour parler de l'un des aspects de ce projet de loi, le fameux titre de séjour métier en tension, nous avons aujourd'hui trois invités. Marie-Christine Vergniat, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, ancienne députée européenne. Nous avons avec nous Francis Dubrac, qui est entrepreneur, président de la Société de travaux publics Dubrac. Vous employez des travailleurs venus de l'immigration. 32 nationalités. 32 nationalités. Et Alexandre Vincendé, qui est député LR du Rhône. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons parler évidemment de ce titre de séjour métier en tension, mais plus généralement, nous allons parler aussi de ce projet de loi immigration. Nous allons peut-être parler aussi des quotas. Nous allons parler d'un système à points. Je crois que LR a dans l'idée de mettre en place un système à points. Enfin bon, nous allons parler de ce débat en posant deux questions. Je sais que certains, et ce sera le cas de Marie-Christine Vergniat, parlent d'immigration. Vergia parlera de l'immigration, d'une immigration jetable. Pour vous, c'est une immigration jetable. Et puis, d'autres pensent qu'il y a un risque de régularisation massive. Et puis, d'autres, encore autour de la table, pensent qu'on a besoin de cette immigration-là. On en a besoin pour des raisons économiques. C'est votre cas, Francis Dubrac. On a besoin. Alors, que propose le gouvernement? Que va proposer le gouvernement? Eh bien, pour les travailleurs sans papier, présents sur le territoire depuis 3 ans, l'obtention d'un titre de séjour valide 1 an, dans des secteurs en pénurie. Une mesure expérimentale prévue jusqu'au 31 décembre 2026. La liste des métiers en tension doit être actualisée. C'est indispensable, Francis Dubrac. Écoutez, d'abord, je crois que vous avez entendu dire qu'il fallait 3 ans de présence sans papier, qui est assez compliqué à imaginer, puisqu'il faut que tout le monde mange, donc il faut que tout le monde travaille, et il faut que tout le monde gagne sa vie. Donc soit on admet qu'on puisse travailler dans les entreprises sans papier, mais il y a des lois pour ça qui l'interdisent.
soit on régularise ces jeunes qui arrivent, et moi j'en ai formé 25 qui arrivaient, des mineurs migrants, puisqu'on peut les faire travailler quand ils sont en apprentissage, et après j'ai eu des difficultés parce que devenu majeur, j'ai pas pu continuer le processus, j'ai été obligé de les licencier, ce qui est assez étonnant, et aujourd'hui ils reviennent au fur et à mesure de leur obtention de papier, mais moi j'en ai besoin. Ce sont des garçons formidables qui n'ont pas traversé la Méditerranée pour s'appuyer sur les murs des cités, qui sont là pour gagner leur vie, envoyer de l'argent à la famille. Donc pour moi, c'est la solution dans un climat... Pour vous, c'est clair, il faut les régulariser et leur donner des titres de séjour. À partir du moment où il y a des entreprises... Provisoires. Mais provisoire peut-être, mais à partir du moment où il y a des entreprises qui veulent les faire travailler et qui peuvent, réaliser leurs rêves et nous réaliser nos travaux, je pense que c'est gagnant-gagnant plutôt que de les mettre à la porte d'Aubervilliers, dans les camps et porte de la Villette. Marie-Christine Vergier. Là, pour le coup, nous sommes d'accord. Je voudrais juste demander de quoi on parle. Oui. Parce que on parle des étrangers. Oui. Tant mieux, c'est mieux que les migrants. Mais un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Donc il y a beaucoup de sortes d'étrangers qui vivent en France. Et il y a des étrangers qui ont la chance d'avoir la possibilité de travailler sans aucun problème, de venir en France sans aucun problème. C'est le cas, par exemple, de tous les citoyens de l'Union européenne, puisqu'il y a liberté de circulation, et tant mieux. C'est aussi le cas de tous ceux qui viennent qui peuvent rentrer sur le territoire européen sans visa. Il y a ceux qui viennent avec visa, et parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas de problème pour avoir des visas, et ceux qui ont beaucoup de difficultés pour avoir des visas, et de plus en plus de difficultés pour avoir des visas. C'est ceux qui viennent du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc je pense qu'il y a un problème par rapport à ce qu'on appelle les étrangers, et des problèmes, et je vais terminer là-dessus, je vous le promets, des problèmes d'égalité de droit selon le pays d'où l'on vient. Mais là, parlons de ces étrangers qui viennent de régions ou de pays où l'obtention des visas est assez difficile, on est bien d'accord, mais qui ont envie de travailler sur le territoire français. Francis Dubrac vient d'en parler. Ils ont envie de travailler, ils travaillent même, ils ont besoin de papiers. Est-ce qu'il faut leur accorder un titre de séjour provisoire? Ce que je disais au début, j'ai répondu à votre question en disant je suis d'accord avec Monsieur Dubrac. Moi, je trouve que ça va pas assez loin, qu'on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire notamment par rapport à accorder un titre de séjour définitif, notamment par rapport. Nous sommes, et vous l'avez dit dès le départ, nous sommes pour la régularisation de tous ceux qui vivent sur le territoire français. Et sur tous ceux qui vivent... Sur une base très simple, Monsieur Bourdin, l'application des conventions internationales que la France a signées. Si on appliquait les conventions internationales que la France a signées, la quasi-totalité de ceux qui vivent en France en situation dite irrégulière pourraient être régularisés. C'est-à-dire qu'on arrive en France et on est régularisé? Non, on arrive en France avec un visa d'abord. Avec un visa. Encore faut-il que les consulats, les ambassades délivrent des visas à égalité, quelle que soit la nationalité. Et pas en préjugeant que certains constituent plus de risques migratoires que d'autres. Alexandre Vincendé. Le sujet de l'immigration, Jean-Jacques Bourdin, c'est un sujet qui est éminemment éruptif dans notre société. Ça, c'est évident. Et qui sera de toute façon, dans le cadre du débat parlementaire, l'occasion pour certains de dire tout et n'importe quoi, toutes les outrances et les postures qui se transformeront en impostures. Vous aurez d'un côté l'extrême gauche qui vous dira qu'il faut régulariser tout le monde, qui est une folie, et de l'autre côté l'extrême droite qui vous diront qu'il ne faut régulariser personne et qu'il faut une société avec zéro immigration. Moi, je pense que sur ces questions-là, il faut déjà qu'on regarde la situation actuelle. Le vrai sujet, c'est quoi ? Je suis élu de la 7e circonscription du Rhône, qui est une circonscription particulière, puisque vous avez les villes de Vaux-en-Velin, qui est, je pense, une commune populaire, Bron, qui est une commune populaire, et la ville de Rieux-la-Pape, dont j'ai été maire pendant 8 ans et demi, qui est aussi une ville populaire. Donc l'immigration, je sais ce que c'est. J'ai un des plus gros quartiers politiques de la ville de France, le 8e, dans ma commune, 57% de logements sociaux quand je suis devenu maire en 2014, aujourd'hui 54, 53, 54%, 80% de logements sociaux sur la ville nouvelle, ce qu'on appelle la ville nouvelle dans la ville. Donc l'immigration, je sais ce que c'est. La diversité, je sais ce que c'est. Quand vous avez beaucoup de nos compatriotes issus de la diversité de l'immigration, qui nous disent, à nous en tant qu'élus, mais
monsieur le député ou monsieur le maire, nous, on souhaite s'intégrer, mais à un moment, il faut aussi que les choses... il faut fixer des limites. Il faut fixer des limites, il faut de la mixité. Ça veut dire que l'on doit aujourd'hui, et je pense que c'est ce que va essayer de faire le ministre de l'Intérieur, de remettre des règles pour que tout ça se passe de façon pragmatique et en fonction des besoins du pays. On le voit aujourd'hui, on a du mal dans ce pays, même s'il y a une augmentation, je crois, de 15% en un an de reconduite à la frontière, on a du mal à appliquer les obligations de quitter le territoire français. On a dans le même temps des patrons qui n'arrivent pas à embaucher. Et le vrai sujet qu'on va avoir, c'est la discussion de cette nouvelle politique migratoire et de savoir quelle est la politique migratoire que nous voulons en France, dans notre pays, et comment nous faisons pour réguler ces flux. Bien, alors, ce projet de loi immigration, je vais le résumer, puisque vous avez élargi la question. La volonté du gouvernement, c'est quoi? C'est expulser davantage les étrangers qui représentent une menace grave, notamment les délinquants étrangers, faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés. Quel est l'objectif aussi? Réformer le droit d'asile, raccourcir les délais de procédure pour les décisions d'asile, régulariser certains travailleurs sans papier, justement, parce que c'est le sujet qui nous occupe pour cette partie 11-12, conditionner les titres de séjour à un niveau minimal de français, c'est-à-dire que, évidemment, celui qui demande un titre de séjour pluriannuel devra maîtriser le français, ce qui est aussi l'un des aspects du projet de loi. Bon, mais je voudrais qu'on se concentre sur les métiers en tension, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, est-ce que l'économie française a besoin de ces immigrés qui sont sans papier et qui travaillent dans de nombreuses entreprises? C'est indispensable aujourd'hui? Je pense que vous venez de le dire. C'est indispensable. S'ils sont dans les entreprises, c'est qu'on en a besoin. Vous en avez besoin. Aujourd'hui, on arrive quand même à inscrire à la sécurité sociale un travailleur sans papier. Et ensuite, on demande sa régularisation parce qu'il a des papiers de sécurité sociale. Enfin, on marche sur la tête. Moi, à partir du moment où on a accepté en France, on a invité, parce que quand des bateaux arrivent à Lampedusa ou ailleurs, on les invite en France. D'ailleurs, en général, ils arrivent en Seine-Saint-Denis. On est les premiers à prendre le premier choc. Ceux que vous employez sont venus sans visa. Alors, les miens, c'était des mineurs. Le statut de mineur est presque plus simple, parce qu'automatiquement, avec le contrat d'apprentissage, il a l'autorisation de travailler. Voilà, il a l'autorisation. Mais les autres, est-ce qu'on va qui peut penser que des gens qui arrivent dans ce pays vont rester pendant 3 ans sans papier, c'est-à-dire sans manger, sans se vêtir, c'est impossible. Donc, puisqu'ils sont dans les boîtes, puisqu'on entend tous les jours, d'ailleurs dans le journal de ce matin, le Parisien ce matin, il y a eu un accident épidé avec 2 sans-papiers qui sont tombés d'une nacelle. Bon, ça prouve qu'il y en a partout, et particulièrement dans le bâtiment, puisque dans l'être public, c'est plus compliqué. On est sur la rue des Jeux Olympiques. Mais j'ai rien dit, moi. Non, mais vous avez rien dit, mais c'est tout le monde. C'est sorti partout, on le sait. On le sait. Le bâtiment a besoin de cette main-d'œuvre. Le bâtiment a besoin de cette main-d'œuvre. L'hôtellerie en a besoin aussi. Et l'hôtellerie aussi. 11h16, le débat est ouvert. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'immigration peut remédier au déclin de la population française? Ce sera aussi l'une des questions que je poserai. C'est, je pense, une bonne question aussi. Il est 11h16, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, les travailleurs sans papier présents sur le territoire depuis 3 ans pourraient obtenir un titre de séjour valide 1 an dans les secteurs en tension, en pénurie. En tension, ça veut dire en pénurie. On a cité les secteurs. Mais j'ai une question, Francis Dubrac, à vous poser. Est-ce que ceux qui ont vécu dans la difficulté avant de venir en France, qui ont traversé la Méditerranée ou qui ont traversé plusieurs pays pour venir dans notre pays, ont plus envie de travailler que les Français qui sont nés en France? Alors, je suis provocateur. Je ne vais pas les opposer directement. Je suis très provocateur, mais Francis Dubrac. Ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont traversé le désert, qui ont traversé la Méditerranée, comme je l'ai vu sur un Zodiac de 52 personnes, avec un moteur de 40 chevaux, qui prient à chaque instant que la vague ne les submerge pas. S'ils ont fait tout ça, c'est après traverser l'Espagne, traverser la France, c'est pas pour toucher les allocs. De toute façon, ils n'ont pas le droit puisqu'ils sont sans papier. Donc c'est bien pour travailler, c'est pour envoyer de l'argent au pays, c'est pour aider la famille. Et cette première génération de migrants, comme toutes les premières générations de migrants, sont des travailleurs fabuleux. Vous employez des jeunes, donc. Ces jeunes, depuis combien de temps vous employez des jeunes? Parlez-nous de votre expérience. Nous, de toute façon... Ces jeunes migrants, depuis combien de temps?
Ah bah je dirais que l'entreprise a 100 ans, donc mon grand-père employait déjà des Italiens qui arrivaient. Et ils repartent ou ils restent? Là, c'est très variable. Il n'y a pas de règle. Il y en a qui veulent être enterrés au pays, il y en a qui veulent pas repartir parce que la famille a été fondée en France et tout est là. Donc, moi, j'ai pas ni les statistiques, mais je sais que dans mes salariés, je dirais qu'il y a moite-moite. Donc, tant qu'ils sont apprentis, jeunes, ils peuvent travailler. Dès qu'ils deviennent majeurs, c'est plus possible. Alors, il faut un titre de séjour. Il faut un titre de séjour. C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est pour ça que ce titre de séjour provisoire. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit définitif? Provisoire, vous pensez que c'est pas... Je sais pas. Quand on voyage un peu, on va dans les pays, les Émirats arabes et compagnie, même l'américain, le français qui arrive là-bas, il a un titre de séjour provisoire pour travailler. Ils sont 2 millions d'expats, il a travaillé. Le jour où le pays n'a plus besoin... alors c'est dur de dire vous rentrez chez vous, mais... Alexandre Vincendé, vous êtes réservé. Votre groupe est réservé. Le groupe est réservé. Après, il faut être extrêmement attentif à ce qui va se passer. Moi, je pense dans votre groupe, on dit que c'est une régularisation massive déguisée. Mais il y a un vrai sujet, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Déjà, vous ne pourrez pas régulariser, à mon sens, des personnes qui ont aujourd'hui, qui ne sont pas de façon légale sur le territoire français et qui, par ailleurs, peuvent représenter un danger pour la société ou ont déjà commis des délits. C'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas rester. Ça, c'est la première chose. Et je pense que même si la personne souhaite travailler, à partir du moment où vous avez un casier judiciaire de condamnation, vous ne pourrez pas être régularisé. Première chose. Deuxième chose. Je pense que, par contre, on doit pouvoir débattre d'une liste de métiers en tension au Parlement. Et chaque année, on doit pouvoir valider cela. Une sorte de quota, une immigration choisie. Ça fait 15 ans qu'à droite, on en parle. Oui, je sais. Si aujourd'hui, et j'ai cru voir que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait qu'il était prêt à ce qu'on en débatte, discutons-en. Et si on arrive à trouver un accord là-dessus, moi je dis banco. Et ça veut dire qu'on passerait d'une immigration choisie avec des quotas chaque année sur des métiers en tension qui seraient négociés au sein du Parlement et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par contre, je le dis aussi, on est champion du monde en France pour donner des autorisations. On est champion du monde aussi pour ne pas les retirer quand les règles ne sont pas respectées. Et je pense que la crainte, elle peut être ici. Donc ce qui est important, c'est que dans le cadre du débat parlementaire, on puisse dire oui, quand une personne souhaite travailler et qu'une entreprise souhaite le recruter, on doit pouvoir le laisser faire. Par contre, pour éviter les effets de bord, si une personne va prendre un travail, mais qu'au bout de 2 mois, elle quitte ce travail, on doit lui retirer et l'autorisation de travail et l'autorisation de rester sur le territoire français. Il y a quelque chose qui me gêne. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans le texte du gouvernement, le texte prévoit une carte de séjour pluriannuelle pour les professions médicales et de pharmacie. Diplômés hors Union européenne. On est bien d'accord. Carte de séjour de 4 ans. C'est-à-dire pour des médecins, des sages-femmes, des chirurgiens, dentistes, des pharmaciens. Alors, ça serait bon pour les professions médicales et ça serait pas bon, par exemple, pour quelqu'un qui travaille dans les travaux publics. Si je peux me permettre, qu'est-ce que c'est que cette différence, non ? C'est un métier en tension. Ce sont des métiers en tension. Oui, mais pourquoi 4 ans pour eux et pourquoi un an pour parce que ce sont les travaux des publics. gens qui sont diplômés du supérieur. La grande différence, je sais que vous n'aimez pas qu'on distingue les diplômés et les formations selon le niveau. On en est tout à fait là. Quand c'est des pharmaciens, des médecins, jusqu'à présent, on refusait l'équivalence. Comme on a besoin, on est prêt à leur donner 4 ans de carte de séjour. Ça se fait dans beaucoup de pays qui vivent sur l'immigration. On avait des médecins aujourd'hui qui travaillaient, des médecins hommes ou femmes, qui travaillaient dans des métiers en tension parce qu'ils ne pouvaient pas travailler comme médecins. Donc on facilite la reconnaissance des médecins. C'est bien. Tant mieux. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous n'aimons pas, nous sommes partisans de l'égalité des droits. Donc nous souhaitons que quelle que soit la situation, les gens soient traités. Quel que soit le métier, quel que soit le métier. Oui. Vous pouvez leur donner 1 an renouvelable tous les ans. À mon avis, il fera toute sa carrière dans le BTP. Il restera en France. Les besoins sont tels et c'est pas des métiers qui attirent trop non plus. Donc, s'il est là, il est tranquille. Non, mais je veux dire par là que nous faisons la différence entre les métiers qui dits nobles entre guillemets et d'autres métiers qui ne seraient pas nobles. Ça ne vous choque pas? Moi, ça me choque.
mais bon. Vous avez des pays qui se sont construits sur l'immigration et qui aujourd'hui donnent des autorisations de travail à durée variable. C'est le cas aux États-Unis, par exemple. C'est le cas au Canada. Regardez ce qui se passe aussi au Danemark. Alors, pour le coup, c'est pas non plus le Danemark. On va parler d'un pays qui est dans l'Union européenne. Parlons-en. 11,7% de la population est d'origine étrangère au Danemark. Avec aujourd'hui, nous, on est à un peu plus de 10%. Avec aujourd'hui une extrême droite qui a quasiment totalement disparu, un gouvernement sociodémocrate qui a mis en place une des politiques migratoires les plus dures qui a repris la politique migratoire, qui a repris la main, mise en place par l'extrême droite, qui a repris la main. Sur les flux migratoires, qui a mis une politique aujourd'hui qui est extrêmement claire et qui leur permet de contrôler tout ça. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si vous arrivez à recontrôler ces flux migratoires, si vous arrivez à répondre aussi aux besoins économiques, tout en restant pragmatique avec des vrais débats, des vraies politiques de quotas, une vraie immigration choisie, c'est pas une question d'extrême droite, c'est une question simplement de dire à nos concitoyens qui sont inquiets, parce que je rappellerai que cette question de l'immigration, c'est une question qui revient campagne électorale après campagne électorale et qui fait le lit du populisme. C'est que si elle n'est pas traitée, ça devient un sujet explosif et crispant pour nos concitoyens, et je le comprends et je le sais. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous avez deux solutions. Soit vous dites circuler, il n'y a rien à voir, on va sur les plateaux télé, et puis de toute façon, ou dans les studios radio, et puis on dit tout et n'importe quoi pour se faire plaisir, soit de façon pragmatique, on dit, il y en a qui disent tout et n'importe quoi. On reprend les choses en main, on va voter devant le Parlement, en débattre chaque année, et on regarde les choses telles qu'elles sont. Bien, il est 11h27, on va observer une petite pause, ensuite nous prendrons Yvette qui nous appelle des Pyrénées-Orientales et vous prendrez la parole ensuite pour nous dire, Marie-Christine Vergiat. Je voudrais savoir si on reste sur les métiers en tension ou si on reste pas sur les métiers en tension. On reste sur les métiers en tension, c'est l'objet. Il y a des choses sur lesquelles je voudrais répondre. Vous allez pouvoir répondre, Marie-Christine Vergiat. Effectivement, on reste sur les métiers en tension parce que c'est une problématique souvent discutée, parce qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a une urgence, il y a un besoin de main-d'œuvre dans ce pays. Et c'est pour ça que. Sur le médical, vous avez une autre chose, c'est qu'il faut aussi, j'ai oublié de le dire, c'est qu'en fait, vous avez un besoin de transposition des diplômes étrangers. Oui. Et ça prend un petit temps de formation. L'Union européenne. Moi, j'ai des Ukrainiens là. Moi, j'ai un Congolais qui vient me voir pas plus tard que lundi en permanence. Bien. Et il est 11h28. Yvette sera avec nous dans un instant. Donc, poursuivre le débat, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Marie-Christine Vergiat, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, est avec nous. Francis Dubrac, entrepreneur, président de la Société de travaux publics Dubrac. Et puis Alexandre Vincendet, qui est député LR du Rhône. Allez, le débat sur cette migration choisie. C'est une immigration choisie. Débat, et Yvette se joint à notre débat. Bonjour Yvette. Bonjour. Vous êtes à Perpignan. Bonjour à tous d'ailleurs. Voilà, je suis à Perpignan. Alors, que dites-vous? Je suis pas très très contente. C'est un coup de gueule que je veux pousser. Nous, en France, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs, hein. Et en plus, qui sont payés, hein, qui sont payés par voilà. Et il y en a plein, dont les jeunes, tout ça, ils veulent pas faire de métier de maçonnerie, tout ça. Donc là, à ce moment-là, nous, on prend des migrants là, les migrants ils peuvent venir, allons-y, ils vont faire le boulot que les Français ne veulent pas faire, et on est en train de dire que le Qatar, mais on est en train de prendre le même truc pour les Jeux Olympiques, parce qu'on a besoin de maçons et tout ça. Moi je trouve que franchement, en France, on est contre l'esclavage, mais je pense qu'on est pour l'esclavage quand ça nous arrange, parce que tous ceux qui ne veulent pas travailler il y en a plein, ils me disent non, on ne veut pas, parce qu'il faut travailler le samedi, le dimanche, que c'est 35 heures, c'est trop long, voilà. Alors écoutez, Yvette, Francis Dubrac connaît bien le sujet puisqu'il est confronté à ça. Ce que dit Yvette, vous le constatez? Pourquoi est-ce que vous employez, vous savez, j'ai qu'un maître mot, que vous employez vos jeunes qui viennent, vos jeunes migrants, vos jeunes étrangers? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas en apprentissage des Français nés en France? Tout le monde est bienvenu, mais il faut avoir envie. C'est mon maître mot. J'ai qu'un maître mot, moi, c'est l'envie. Oui, mais l'envie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y en a qui ont envie, mais il y en a qui n'ont pas envie. Ça veut dire que des jeunes Français, je dis pas des jeunes Français, la population n'ont pas française. envie. Il y a une grosse partie de la jeunesse qui n'a pas envie de venir dans le BTP. Voilà, qui n'a pas envie de venir dans ces métiers-là. Et personne ne le dit. Moi, je veux bien prendre ma trail le week-end, mais je ne vais pas y arriver. Oui, non, mais vous entendez, Yvette, ce que dit notre entrepreneur? C'est ça la réalité. C'est ce qu'elle a dit.
Parce que mon beau-frère était chez eux là dans le bâtiment, et il n'y a pas un jeune qui voulait venir parce que c'était trop froid, parce qu'il faisait trop chaud, parce que c'est comme ça, parce que c'est fatigant. Un youtubeur, ça c'est bien, mais dans le bâtiment, ah bah non. Faisons venir les étrangers, puisque mon beau-frère est tunisien. Faisons venir les étrangers. L'esclavage est permis en France. Bien, merci Yvette. Mais Yvette, non, on n'est pas dans l'esclavage. Mais on n'est pas dans l'esclavage, on est bien d'accord, parce que ils sont parfaitement... Ça dépend où. Ça dépend où. Dans le secteur agricole notamment, il y a des situations qui sont invraisemblables. Oui. Avec des difficultés pour les organisations syndicales de les aider. Ils sont payés à coups de lance-pierre, on les loge dans des baraquements insalubres, on retire le prix du logement, guillemets, à ces gens et on les renvoie, on les renvoie. Je comprends. Ça dépend des situations et des secteurs. Ça dépend des situations. Donc ça et sujet qui vous ça est mérite cher, d'être régulé. Oui, sujet qui vous est cher, les Jeux Olympiques. Je pense que nous allons trouver pas mal de gens qui sont en situation irrégulière, employés. Mais bien sûr, on le sait, ça commence à sortir. D'ailleurs, et on se cache. Je vous dis sincèrement, on se cache sous la sous-traitance. Que pour les chantiers des Jeux Olympiques, on emploie de la main-d'œuvre. Non. C'est pas acceptable. Mais sur des marchés publics, c'est pas acceptable déjà tout court, le travail illégal. Le travail illégal est déjà inacceptable tout court. Et sur des marchés publics, c'est encore plus inacceptable. Et je pense que pour aucune enquête n'est ouverte. Mais là, c'est la puissance publique. Il faut défendre les collègues. Il y a aussi des malins qui sont capables de vous faire des papiers plus beaux que les miens. Donc, souvent, ils sont sans papier, mais avec des vrais papiers. Des vrais faux papiers. Des vrais faux papiers. Ouais. Donc l'entrepreneur se fait aussi tromper et éblouir. Oui. Oui, puis vous avez des entrepreneurs que ça peut aussi arranger. Mais il y a tout pour faire un monde. Il y a pas de règle. Il y a un moment, de toute façon, c'est pour ça que sur ce sujet-là, des métiers en tension, pas encore. Lutter contre l'esclavage moderne, c'est aussi justement travailler sur quels métiers peuvent recruter et justement par rapport à quels besoins. Réguler. Mais c'est simplement arriver à réguler. Je veux dire, dans nos circonscriptions. Les députés, tous autant qu'on est, d'ailleurs, y compris dans le groupe Les Républicains. Il y a un truc que je déteste, en tout cas c'est comme ça que je conçois la politique, c'est faire l'inverse quand on est ici à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux ou sur les tribunes de ce qu'on fait en circonscription. En circonscription, on a des personnes qui viennent nous voir dans les permanences. C'est parfois des chefs d'entreprise ou c'est parfois des étudiants qui sont en situation irrégulière parce qu'ils n'ont plus leur papier, ou des personnes qui souhaitent travailler. Ça nous arrive à tous. D'accord ? Et vous pourrez demander à tous les députés des Républicains et même des autres partis politiques, ça nous arrive à tous chaque semaine. Vous savez ce qu'on fait quand on voit que la personne, elle n'a pas de casier judiciaire, elle parle français, elle est intégrée, elle est là depuis longtemps, elle a envie de bosser, ou que le patron dit moi j'ai envie de le garder, j'ai envie de le former, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une demande de régularisation auprès de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Et on le fait pourquoi ? Parce que c'est une question simplement de bon sens. Mais par contre, de l'autre côté, il est insupportable que quelqu'un qui ne respecte pas les règles reste sur le territoire français. Donc régularisation contrôlée. Et c'est simplement qu'à un moment, la sanction doit tomber, parce que dans ce pays, je le dis par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on ne respecte pas les règles, on est champion du monde pour ne pas retirer les titres de séjour et exécuter l'éloignement. Marie-Christine Vergiat, quand on ne respecte pas les règles. Je dirais, ça dépend quelle sanction et ça dépend par rapport à quoi, parce qu'on mélange tout et n'importe quoi en la matière. Je vais encore refaire des leçons de langage, excusez-moi. C'est quoi un étranger délinquant ? C'est un étranger délinquant. Oui, mais c'est quoi un étranger délinquant ? On lui reproche quel type d'infraction ? Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui deal, ça par exemple, c'est la délinquance. C'est un délinquant. Quelqu'un qui fait... Oui ou non ? La majorité des étrangers délinquants, on dit délinquants, qui commettent des infractions au code de la route et des ventes à la sauvette. Pourquoi ils commettent des infractions au code de la route ? Parce qu'ils ne peuvent pas faire valider leur permis de conduire. Pourquoi ils font de la vente ? On n'a pas le droit de conduire sans permis de conduire en France. Je suis désolé. Oui, et pour ça, un mec qui n'a pas le permis de conduire en France, même s'il a un emploi sur un métier en tension, vous le renvoyez ? Je pense qu'il y a un moment, je suis désolé. Mais je peux finir parce que vous avez beaucoup parlé jusqu'à présent et moi pas beaucoup. Finissez. Donc, moi, je peux comprendre, notamment par rapport à l'état de l'opinion publique, qu'on dise par exemple, on renvoie un terroriste. Mais c'est déjà, mais c'est déjà possible aujourd'hui. Par contre, quand on nous met dans la loi
en cas de menace à l'ordre public, excusez-moi, je suis juriste, un peu pénible sur ces questions-là, mais moi, c'est pas le fait du prince. Et quelqu'un qui deal dans les quartiers, qui pourrit la vie s'il d'un vous plaît, est-ce que vous pourriez arrêter de m'interrompre? Non, mais attendez, on je peut pose une aussi question. vous interrompre. Hein. Mais expulser davantage les étrangers qui représentent une menace grave. Voilà. Mais une menace... C'est ce que dit le texte de loi. Le nouveau texte de loi. Jusqu'à présent, c'était... Menace grave. C'était en cas d'infraction. Une menace grave, moi je ne sais pas ce que c'est tant qu'il n'y a pas de condamnation. Quelqu'un qui dit faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés pour des crimes, c'est clair. Ça, c'est autre chose. Écoutez, c'est pas la menace. Non. Je vous dis ce que je reproche, c'est la menace. Par rapport à la condamnation pour trouble à l'ordre public, je ne sais pas non plus ce que c'est. Alors, on a vu ces derniers temps, y compris des Français, notamment au moment des Gilets jaunes, se faire condamner parce qu'ils avaient troublé l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un magistrat indépendant. Bah, c'est la oui, justice. Alors, non, mais là, on ne va pas parler des Gilets jaunes, mais faciliter les expulsions des étrangers. Est fini, hein. Faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés pour des crimes et délits punis de 10 ans ou plus d'emprisonnement. C'est bien ou pas? C'est dans du grave. On est dans du grave, on est dans de lourdes condamnations. Pour nous, c'est une double peine. Mais on est pour le retour de la double peine, justement. Enfin, oui, mais pas moi. Oui, mais on a le droit. Mais alors, un étranger condamné pour un crime ou un délit, puni de 10 ans de plus d'emprisonnement, vous pensez qu'il ne faut pas l'expulser? Je pense qu'il doit être puni comme n'importe quel Français. Et quitter le territoire. N'importe quel Français. Quitter le territoire. Doit-il quitter le territoire? Et par ailleurs, ça dépend de sa situation particulière. Mais non, ça ne dépend pas. Quelqu'un qui a fait sa vie en France, quelqu'un qui a des enfants, des petits-enfants en France, même s'il a eu de condamnation, il fait sa peine de prison comme n'importe qui. Non mais 10 ans, vous vous rendez compte, après, 10 ans, ce que ça sert à quoi la peine de prison? C'est quoi la peine de prison? C'est une peine que inflige la société à quelqu'un qui a commis un crime ou un délit. C'est une réparation, si vous voulez, ça se discute, mais bon, le sens de la peine. C'est une réparation. Mais c'est aussi, une fois que la personne a purgé sa peine, elle est réinsérée dans la société. Mais elle a une autorisation pour être sur le territoire français. Mais je vous parle de la justice. Vous savez, Monsieur Bourdin, c'est difficile de discuter avec quelqu'un qui vous interrompt sans arrêt. Oui, mais si on est à ce petit jeu-là... En plus, vous faites un monologue, on n'a pas le droit de vous couper, ni d'être un... Alors, attendez. On peut prendre un chrono, là. Je voulais simplement dire que je suis stupéfait que l'on puisse imaginer qu'une personne qui vit dans un pays sans ressources puisse pas, à un moment donné, dévier. Il faut bouffer tous les jours. C'est l'être humain, il a besoin de manger. Il a besoin de se vêtir. Et là, on me dit, on va attendre 3 ans pour le régulariser. Il va faire quoi pendant ces 3 ans? Voleur de poules. Et après, il faut qu'il ait travaillé 8 mois pendant les 12 dernières années. Il vole ou il rapine. Il a sauvé sa peau. Oui, c'est le travailleur sans papier. Le texte de loi dit, c'est le travailleur sans papier présent sur le territoire depuis 3 ans qui pourra obtenir un titre de séjour. Valide 1 an dans les métiers en tension. Jacques Bourdin, pour être condamné à 10 ans de prison. Aujourd'hui, on peut rester sur les métiers en tension. Par exemple, c'est ce que je pense même que pour l'instant, on verra dans les débats parlementaires, mais je pense même qu'on va descendre le palier. Quand par exemple vous avez des personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire et qu'elles notamment elles vivent du trafic de drogue dans nos quartiers et qu'elles vendent de la mort à nos gamins, je m'excuse, mais ces personnes n'ont rien à faire sur le territoire. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait des Français qui font la même chose? Oui, mais eux, ils sont français, madame. Oui, d'accord, mais on en fait quoi? Ils vendent de la mort à nos gamins et très majoritairement, ce sont des Français. Oui, mais donc si on pouvait revenir au débat, alors, je vais me permettre de dire un certain nombre de choses. Est-ce qu'il faut faciliter l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile? Oui, bien sûr. C'est ce que font tous les pays européens. La France est un des pires pays en la matière. L'Allemagne, qui a été un pays modèle, excusez-moi, au moment de la crise de l'accueil des migrants, due essentiellement à la guerre en Syrie, en 2015-2016. Oui, l'Allemagne qui a besoin de main-d'œuvre et qui a une natalité extrêmement basse. Pas seulement. Oui, pas seulement, mais enfin, c'est l'une des raisons. 1 200 000 personnes accueillies entre 2015 et 2016. Des réfugiés. En France, on dit, c'est parce qu'ils ont des besoins de main-d'œuvre. D'accord. Ils ont une économie, mais on n'est quand même pas à la traîne, à ce point économique que le rapport de force ait été de 1 à 10.
quand même. On fait des comparaisons avec l'Allemagne quand il s'agit du nombre de demandes d'asile, et puis quand il s'agit du nombre de personnes à qui on octroie la protection, on fait plus de comparaison. Donc l'Allemagne, si je peux reprendre le fil de mon intervention et répondre à votre question, l'Allemagne fait des choses très simples quand elle accueille un demandeur d'asile. Elle leur apprend la langue, elle leur donne un toit, et elle leur donne l'autorisation de travailler. Et comme par hasard, les personnes s'insèrent facilement dans la société. La plupart des personnes qui ont été accueillies en 2015-2016 sont aujourd'hui parfaitement accueillis dans la société allemande, et l'Allemagne a en partie résolu son problème de chômage et son problème de démographie, qui est une question qui vous est chère. Bien, oui, ça m'est cher parce que c'est aussi une question, c'est celle que je posais tout à l'heure sur, effectivement, l'immigration peut-elle remédier au déclin de la population française, même si le déclin n'est pas le même que celui qui est constaté en Allemagne. Mais c'est peut-être une solution. Enfin, je sais que ça heurte le groupe. Est-ce que ça vous heurte? Mais le vrai sujet, est-ce que vous pensez que grâce aux migrants, on peut régler en partie le problème de déclin de la population française? Depuis 2012, l'élection de François Hollande, et de tous ceux qui ont souhaité qu'il arrive aux responsabilités, donc toutes les forces de gauche, la France a vu voler en éclats sa politique de natalité, sa politique familiale. C'est un vrai sujet. Nous étions les champions d'Europe en termes de natalité. Oui. Nous ne le sommes plus aujourd'hui. On n'est pas loin, on est dans les premiers quand même. Mais on a bien dégringolé depuis quelques années. Deuxième on a bien dégringolé en termes d'enfants. Aujourd'hui, on est à 1,8 enfants par femme. 1,8. Et on a un vrai sujet, c'est que vous avez tous les baby-boomers qui sont en train d'arriver à l'âge de la retraite. Nous avons un pays qui est vieillissant. Donc, il faut relancer de toute façon une vraie politique familiale. Ça, c'est un vrai sujet. De l'autre côté, par contre, je pense qu'il est extrêmement dangereux, au vu de l'état de l'opinion, au vu de l'acceptabilité de nos concitoyens, de dire, pour rajeunir le pays, on va ouvrir les vannes. Si vous faites ça, en 2027, ça sera Marine Le Pen au pouvoir, et je ne veux pas ça pour mon pays. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent qu'on reprenne la main. J'aimerais bien répondre à ça, et qu'on soit extrêmement présent. pragmatique sur ce qui se passe. Bien, il est midi moins le quart. À tout de suite. Nous allons terminer ce débat dans 5-10 minutes. Si vous voulez intervenir, 0826 300 300, n'hésitez pas. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h48. Baptiste est à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Jacques, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien mon cher Baptiste. Vous êtes plombier, vous avez 23 ans. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites les gens qui viennent de l'étranger, c'est une concurrence déloyale. Voilà. Je voulais juste revenir sur le fait, j'ai entendu une dame qui est intervenue, qui a dit que on préférait faire youtubeur, que la jeunesse préférait faire youtubeur que venir dans le bâtiment. Oui. Alors moi, j'ai fait C'est Yvette qui disait ça tout à l'heure, oui. D'accord. Et en fait, moi, je voulais juste revenir sur le fait que moi, j'ai fait du coup un CAP, un bac pro, ensuite un BTS responsable de chantier. Donc j'ai quand même une bonne expérience sur le terrain. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est déjà les places en plomberie, par exemple, elles sont très comptées. Le nombre de demandes en plomberie, elles sont énormes. Et déjà, la plupart des patrons ne peuvent pas suivre. Et en fait, ce qui se passe en ce moment dans le bâtiment, c'est que c'est très tendu, même pour la signature de devis, etc. C'est très compétitif. Même il y a beaucoup de majors, on le sait, qui signent des contrats à perte. Et en fait, derrière, eux, ils sont obligés de faire venir de la main-d'œuvre pas chère, non régularisée, qui va rester 6 mois, 1 an sur leur chantier, et qu'après, ils vont partir. Donc, c'est pas comparable de dire à quelqu'un qui vient d'un pays où, en fait, il est payé 250 € par mois, qui va rester 6 mois et repartir chez lui, que les jeunes veulent pas faire ce métier, alors qu'il y a des métiers dans l'informatique. Vous voulez dire, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui en profitent, qui, pour des raisons de coût, préfèrent faire venir des étrangers, les payer 250 € par mois. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne dans le bâtiment. C'est vrai, Francis Dubrac. C'est vrai. Non, mais monsieur a parfaitement raison. Le problème vient aussi des contrôles, l'absence de contrôle. Le service public, c'est un peu été en déliquescence depuis une vingtaine d'années. On n'a plus de police, on n'a plus de médecins, mais on n'a plus d'inspecteurs du travail non plus. Donc, et rentrer dans les bâtiments, c'est toujours compliqué. C'est aussi violent. Donc, tout ça est à prendre en compte pour les contrôles dans ces métiers. Oui, il n'y a pas de contrôle, Baptiste. C'est ça, il n'y a pas de contrôle. Et puis aussi, il faut voir, dans les personnes qui sont usées sur le chantier, par exemple, comme elle a dit, c'est l'esclavage moderne. En fait, les gens, ils viennent, et au bout d'1 an ou 2, des fois, ils n'en peuvent plus. Et qu'est-ce qui se passe quand ils n'en peuvent plus? En fait, ils se retrouvent à Porte de la Villette ou à Porte des portes comme ça, en fait, à prendre du crack. Et en fait, c'est ça la réalité du terrain dans le bâtiment. C'est qu'il y a des gens qui viennent, ils sont usés.
pour un salaire médiocre que personne ne veut faire, parce que vous, si vous avez des enfants, vous préférez que votre fils aille en informatique et touche 2500, 3000 euros par mois, ou qu'il aille se casser la tête dans le bâtiment à faire maçon pour 1002 ou 1003. Ben non, mais Baptiste, vous avez parfaitement résumé. Merci, Baptiste. Vraiment merci. Vraiment merci. Alors, le problème, la liste des métiers en tension, nous allons voir ce que va donner ce projet de loi, mais quel métier ? Comment fixer, établir une liste des métiers en tension ? Il y en a beaucoup des métiers en tension. Toutes les interventions qu'on a entendues montrent qu'on sait dans quel secteur il y a des problèmes. On sait par exemple qu'il y a 1 million de postes qui sont non pourvus dans l'économie, parce qu'on oppose souvent les chômeurs français. Il y a 1 million de postes qui sont non pourvus. Vous aviez un intervenant il y a quelques semaines qui disait 200 000 rien que pour la restauration. Je ne sais pas combien c'est dans le BTP. Donc, et on les connaît. C'est le BTP. C'est l'hôtellerie-restauration, c'est tous les métiers au service. Alors là, le travail au noir, c'est vachement facile aussi. Le nettoyage, par exemple. Oui, mais l'emploi à domicile. Le ménage. Le ménage. Les emplois à domicile. L'aide à domicile, oui. L'aide à domicile, c'est contourner la loi, l'agriculture, je peux finir la liste. C'est pour ça que je pense que justement, il faut un débat au Parlement, présenté par le ministère du Travail, en lien avec les organisations patronales, pour qu'on sache où sont exactement les besoins, et que chaque année on dise, voilà, c'est simple, on vote un quota, chaque année on n'en déroge pas, et vous aurez tant d'autorisation par rapport à votre besoin. Est-ce que ça existe dans tous les grands pays basés sur l'immigration. Je me rappelle, il y a 2 mois, on a fait une émission sur où sont les gens. Je crains que tous les métiers soient en tension actuellement. Je vais chez les notaires, ils ne trouvent pas de personnel. Je vais chez les Toubib, ils n'ont pas de personnel. Oui, mais attendez. Enfin, même si on sort du débat actuel sur l'immigration, vous avez aujourd'hui, excusez-moi, mais des gamins de 15 ans qui défilent dans la rue hier pour expliquer qu'ils ne veulent pas être à la retraite à 64 ans, qu'ils ne veulent pas de réforme des retraites. Ils sont même pas arrivés déjà sur le marché du travail. Enfin, je suis désolé, mais pareil. Enfin, vous avez des personnes. Le travail, c'est pas aliénant et c'est pas quelque chose qui est une charge. Mais pourtant, je suis issu, cher Monsieur Bourdin, d'une famille populaire et j'ai pas de grand cadre dans ma famille. Ok, je suis fils d'infirmière, petit-fils de cheminot et de militaire. Donc il y a aucun problème là-dessus. Par contre, simplement, c'est qu'à un moment dans ce pays, à un moment, on a foutu en l'air la valeur travail et on part du principe, que certains métiers manuels, c'est aussi le résultat de plusieurs dizaines d'années de mauvaises politiques sur le travail, ont été parfois des métiers dégradants. Or, ce sont des beaux métiers. C'est vrai que ce sont des métiers qui ont été dévalorisés. Aujourd'hui, si vous demandez, vous avez des personnes, si elles deviennent plombiers, électriciens, etc., elles gagnent très bien leur vie, mais c'est des filières qu'on a dévalorisées. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Mais la médecine, la chirurgie, les infirmières, on les a aussi dévalorisées. Ça a été parfois, il y a le numéro on est en train de vider le Maghreb de leur potentiel médical pour le rapatrier en France et eux, ils n'ont plus personne. Le numerus clausus à l'époque a été imposé et souhaité par les médecins qui ne voulaient pas qu'il y ait trop de concurrence entre eux par rapport à leurs patients. Pour une bonne immigration choisie, si on veut mettre en place une immigration... moi je le dis. Pardon, ils peuvent pas le messieurs, pour une bonne immigration choisie, si on veut mettre en place une immigration choisie, il faut des contrôles. On est bien d'accord. Or, et des sanctions. Et des sanctions. Et des sanctions. On n'a personne pour contrôler. Ah ben ça, on a détruit une grande partie de la fonction publique depuis 20 ans. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes. On ne peut pas en même temps dire la fonction publique coûte trop cher et en même temps demander des contrôles. Je parle de la République, le drame de la France, c'est de faire des lois qu'il n'est pas capable d'appliquer. Oui, qu'on n'applique pas. Un des grands sujets du texte, du débat, parce que c'est même pas dans ce texte, c'est dans 2 circulaires qui sont déjà publiées, c'est il faut exécuter les OQTF, les obligations de quitter le territoire. Le territoire français. Admettons. Réduire les protections pour les étrangers résidant en France depuis plus de 10 ans. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Ça me paraît une aberration. Mais c'est pas ça dont je parle. Non, c'est pas de ça. Non, je parle des obligations de quitter le territoire. Oui, le taux d'exécution est sous les 10%. Oui, mais on est le pays qui délivre le plus d'obligations de quitter le territoire. Oui. Et un de ceux qui on les délivre, mais on les exécute pas. Oui, on est dans la moyenne européenne pour les exécutions. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème sur la délivrance du nombre. Pourquoi ? Parce que quand on délivre une OQTF, il y a des recours qui sont derrière, parce qu'on les délivre n'importe comment, et qu'il y a des personnes qui font valoir leurs droits. Par exemple, on délivre des OQTF à des gens qui sont inexpulsables. On ne va pas renvoyer les Syriens, les Afghans dans leur pays, ils reçoivent des OQTF. Ouais. On ne va pas renvoyer des parents d'enfants français, on ne va pas renvoyer des conjoints de Français. Tout ça,
on délivre des OQTF. Et pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire dans les recours possibles. Les recours possibles. Oui. Donc on va créer... On va passer de 12 à 4. On ne sait pas ce que c'est, 12 à 4 d'ailleurs. Si vous avez un nombre de recours, quand vous discutez avec les policiers de la police de l'air et des frontières, je l'ai discuté avec eux quand il y a eu la volonté du gouvernement... Oui, mais on mélange tout. Ah, mais non, attendez, si vous me laissez juste finir mais ce que comme vous ne me laissez pas parler... si, vous parlez depuis tout à l'heure. Vous devriez mettre des chronomètres, là. Mais écoutez, on n'est pas au meeting de Jean-Luc Mélenchon, d'accord? Et vous n'êtes pas le leader Massimo qui doit monopoliser la parole avec une vérité absolue qui doit tomber où tout le monde doit se soumettre. Bon, alors allez-y, finissez parce qu'il est déjà 56. J'ai dû discuter. J'ai simplement pu discuter avec des personnes, dont le responsable de la police de l'air et des frontières, il y a quelques mois en arrière, quand on a commencé à discuter sur cette loi. Aujourd'hui, il vous le dit, le vrai problème, c'est que vous avez tellement de possibilités de recours que vous avez beaucoup de mal à exécuter une OQTF parce que vous pouvez mettre en centre de rétention administrative, en CRA, une personne pendant 90 jours. Le vrai problème, c'est que vous avez tellement de recours que les 90 jours ne sont pas suffisants. Et le but, c'est de réduire aussi les possibilités de recours, parce que ceux qui ne veulent pas quitter le territoire français, malgré cette obligation, savent très bien que s'ils multiplient les recours, et ben derrière, ils sont obligés d'être relâchés dans la nature, et donc derrière, ils ne peuvent pas être expulsés. La plupart des personnes qui sont en centre de détention sont renvoyées dans les premiers jours. Bien, 11h58. Merci d'être venu. On va parler de ce projet de loi immigration avec Pascal Brice. Vous connaissez Pascal Brice? Pascal Brice a été directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Il est président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Je vais lui parler de ce projet de loi, évidemment, mais je vais lui parler aussi d'un texte sur les squats qui est en discussion aujourd'hui, une loi qui est en discussion au Sénat. Il est 11h58. Merci d'être avec nous. Merci à tous les trois. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons poursuivre le débat autour du projet de loi immigration présenté ce matin au Conseil des ministres. Nous allons revenir sur quelques points avec Pascal Brice, qui a été le directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il connaît parfaitement les problèmes de migration, les problèmes migratoires. Mais il est aussi président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité maintenant, Pascal Brice. Et on va parler de la loi anti-squat qui est en discussion actuellement au Sénat. Il s'agit de durcir la loi à l'encontre de ceux qui occupent illégalement des logements. Comment la durcir? Nous allons entrer dans le détail. Des mesures emblématiques. Les sanctions courues par les squatteurs seront triplées, jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 45 000 € d'amende contre 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende actuellement. Et puis une nouvelle infraction pour punir d'une amende de 3 550 € la propagande ou la publicité visant à inciter le squat. Il est 12h08, vous êtes sur Sud Radio, évidemment. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Vous le savez, 0826 300 300. Pascal Brice, dans un instant, avec nous. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11. Merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner le matin. Pascal Brice est notre invité, président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Bonjour. Bonjour. Pascal Brice, vous étiez directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 2 sujets qui vont nous occuper. Évidemment, le projet de loi immigration du gouvernement présenté ce matin au Conseil des ministres. Et puis, deuxième sujet, le Sénat qui a débuté l'examen de la proposition de loi sur la lutte contre l'occupation illicite des biens. Nous allons en parler. Bien, Pascal Brice, avant d'entrer dans le détail de ce projet de loi, immigration, rappelons certains chiffres. Félix Mathieu, les habitants de nationalité étrangère représentent quelle part de la population en France? Un peu plus de 7,5% selon l'INSEE, soit un peu plus de 5 millions de personnes. Parmi eux, 4,5 millions d'immigrés n'ayant pas acquis la nationalité française et 800 000 personnes nées en France de nationalité étrangère. Tous ces chiffres datent de 2021. En comptant les 2,5 millions d'immigrés ayant acquis la nationalité française depuis leur arrivée en France, alors là, l'INSEE dénombre 7 millions d'immigrés, soit 10% environ de la population française. Oui, 68 millions de Français, 7 millions d'immigrés. D'où viennent les immigrés vivant en France, selon les estimations de l'INSEE? Eh bien, 47,5% d'entre eux sont nés en Afrique, 33% en Europe. Les
pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie, 12,5%, le Maroc, 12%, le Portugal, 8,5%, la Tunisie, 4,5%, l'Italie, 4%, la Turquie, 3,5%, et puis l'Espagne, 3,5%. La moitié des immigrés en France, en fait, sont originaires d'un de ces 7 pays. Comment évolue la part de population étrangère dans le temps ? Eh bien, 7,7% de la population étrangère en France en 2021. Donc, c'est 1 point de plus qu'en 1975. On se situait alors à 6,5% de la population totale. Par rapport au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu moins du double. Cette proportion s'élevait à l'époque à 4,4% d'habitants de nationalité étrangère en France en 1946. Alors, avec le Covid, les migrations ont été moins importantes vers l'Europe. Est-ce que, Pascal Brice, certains disent, attention, il y aura dans les mois qui viennent des vagues migratoires probables. Vous le pensez ? Écoutez, moi, vous savez, je suis natif de Loire-Atlantique. Donc les vagues, je sais ce que c'est. Ça fait longtemps qu'on annonce les vagues migratoires que je vois pas. C'est bien que on soit reparti des chiffres parce que ça donne quand même une idée des choses. Bien sûr. Donc effectivement, il y a eu moins d'arrivées avec la crise sanitaire. Ça reprend aujourd'hui. Nous avons connu, vous l'avez rappelé, j'étais directeur de l'OFPRA, des arrivées beaucoup plus importantes en Allemagne en 2015-2016. Oui. Donc oui, il y a ces augmentations, mais pas de vagues. Au fond, moi, j'ai souvent j'aime pas trop ce mot d'ailleurs. Enfin, oui, c'est ça. Moi, je crois qu'en fait, je doute que les Français se réveillent tous les matins obsédés par l'immigration, mais il y a quelque chose qui travaille la société française sur la question de l'immigration. Parce que comme la société est fragilisée socialement, culturellement, dire il n'y a pas de problème, non. Il y a des questions qui se posent et j'espère qu'enfin ce projet de loi de l'immigration... Regardons-le un peu de près avec votre regard, parce que vous êtes un spécialiste de la question. La volonté du gouvernement, expulser davantage les étrangers qui représentent une menace grave, c'est-à-dire les délinquants, faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés pour des crimes et délits punis de 10 ans ou plus d'emprisonnement. Ça vous paraît bien sûr une bonne mesure? Oui. Oui, mais évidemment. Mais d'ailleurs, j'ai l'occasion de le dire à Monsieur Darmanin. Le problème aujourd'hui, un des problèmes de cette non-politique migratoire, c'est quoi? C'est que on met des ordres d'expulsion sur toute une série de gens. Oui. Pour des motifs qui n'ont strictement rien à voir avec la délinquance, y compris des gens qui pourraient bosser, qui voudraient bosser, qui même ont un boulot. Alors qu'on cible ça sur effectivement les délinquants, les voyous, mais qu'on change aussi cette politique, parce que vous voyez bien, 150 000, c'est un chiffre que vous aviez certainement aussi noté, 150 000 décisions de reconduite, d'expulsion l'année dernière. Oui, les 10%, voilà, les fameux OQTF, 10% réalisés. Oui. Pourquoi? Regardez en Allemagne. En Allemagne, ils y arrivent 3-4 fois plus. Pourquoi? Parce que eux, ils mettent des OQTF sur des gens qui doivent être expulsés. Et les autres, on les met sur n'importe qui. Attire l'arigot. Attire l'arigot. Donc il faut cibler. Il faut cibler. D'ailleurs, c'est un mot que je commence à entendre dans la bouche du ministre de l'Intérieur et de quelques-uns. Donc voilà, cibler, arrêter de mettre ça. Parce que vous savez, vous l'avez dit, je préside une fédération d'associations qui accueille des gens qui sont à la rue, etc. Oui. Parmi ceux-là, il y a des étrangers. J'en vois partout quand je vais dans le pays, dans les associations. Et j'en vois plein. Ils sont sous EQTF, ils n'ont rien fait de mal. Parfois, ils bossent, mais sans papier. Ou alors, ils ne demanderaient qu'à travailler. Donc, arrêtons de délivrer des OQTF, surtout et n'importe qui. Et réduire les recours possibles? Oui, pourquoi pas. À partir du moment où l'on ciblerait sur véritablement les problématiques lourdes d'ordre public, sur les vrais voyous, les vrais délinquants, tout ça ne me gêne absolument pas. Mais la question, c'est est-ce qu'enfin, vous savez, je sais, Monsieur Bourdin, que vous êtes comme moi un amateur de football. Oui. En foot, on dit on change une équipe qui perd. Oui. Normalement, on change une politique qui perd. Ça fait 40 ans que cette politique migratoire perd parce qu'elle sème l'indignité pour les personnes. Oui. Et le désordre dans les entreprises qui ont besoin de personnes, et puis dans des villes, par exemple chez moi à Nantes, des gens à la rue. Donc j'espère encore une fois que le gouvernement et le Parlement, pour une fois, prendront la mesure de tout ça. Et c'est indispensable. Il est indispensable, un projet de loi, un texte est indispensable. Alors, pour préciser les choses. Pour tout vous dire, je pense qu'on aurait pu procéder sans texte de loi. D'accord. Mais il y a un texte de loi. Mais ce qui paraît indispensable en revanche, c'est qu'on change d'approche. C'est-à-dire que, encore une fois, celles et ceux qui sont là, qui ne demandent qu'à travailler,
Oui. Eh bien, ils travaillent et je peux vous assurer qu'on n'entendra plus parler. Donc vous êtes favorable au titre de séjour, mettez en tension. Tout à fait. Il faut simplement que le gouvernement et le Parlement aillent au bout de la logique. C'est-à-dire que ça peut pas être un titre, mais pas un titre tout en étant un titre, parce que la question c'est quoi? Est-ce que les patrons vont vouloir embaucher? Les patrons, ils vont embaucher des gens dont ils diront, bon bah c'est bon, il est là, elle est là, mais quelqu'un dont le titre de séjour sera précaire, etc. Donc il faut que dans les secteurs où il y a des besoins, moi je comprends tout à fait qu'on limite à cela, des personnes qui sont là, qui travaillent ou qui ne demandent qu'à travailler, et avec un titre de séjour qui soit stable, de manière à ce que, encore une fois, les uns et les autres puissent s'y retrouver. Et puis c'est l'économie qui va s'y retrouver, c'est nous tous. Vous savez, moi je peux plus mettre les pieds chez un boulanger sans qu'ils me disent j'ai un problème, je peux pas récolter, etc. Mais c'est vrai, on est tous confrontés à ça. Conditionner les titres de séjour à un niveau minimal de français, ça vous paraît indispensable aussi? Alors, si ce n'est conditionné, il faut que les moyens soient là. C'est-à-dire qu'il faut enfin parce que effectivement, le travail, la langue. Voilà deux éléments clés pour que les étrangers sortent de la précarité. Parce que pour s'intègrent. S'intègrent. Donc qu'on donne les moyens que les personnes effectivement apprennent la langue française, travaillent et tout ira bien. Est-ce qu'il faut réformer le droit d'asile aussi? C'est prévu, réforme du droit d'asile en raccourcissant par exemple les délais de procédure. Ça me rappelle les souvenirs, vous imaginez, puisque j'ai dirigé l'office et c'était déjà le cas, on les a réduits. Les délais sont relativement courts. Donc oui, il faut améliorer cela, mais surtout faire en sorte Avec un juge unique? Oui. Pourquoi pas? Ça ne me gêne pas. Et des chambres territoriales du droit d'asile? Je ne suis pas hostile à ça à partir du moment où on respecte bien le droit, ce qui sera évidemment le cas. Mais moi, ce que je souhaite, par exemple, c'est de ne plus retrouver un tiers des demandeurs d'asile à la rue aujourd'hui. Que les gens, encore une fois, c'est un changement de logique. C'est-à-dire qu'on arrête de pourrir la vie des gens, on les prend en charge vite. Si c'est un droit au séjour, ce qui devrait être le plus souvent le cas, c'est très bien. Sinon, c'est une reconduite et c'est une vraie reconduite. Mais on arrête ces politiques qui accumulent des procédures sur des procédures, qui laissent les gens dehors, qui leur permettent pas de travailler et qui créent des problèmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est pragmatique, quoi. On est pragmatique. On fait ce qui est utile à tout le monde. C'est utile. Pragmatique et en même temps humainement. Supportable. Mais ce qui est utile à la société française. Qu'est-ce qui est utile à la société française? C'est que des étrangers soient là parce que ça nous fait du bien, parce que notre République a toujours protégé les persécutés, parce que les entreprises en ont besoin, mais évidemment dans des conditions de maîtrise. Parce que quand une société... Maîtriser l'immigration, c'est le maître mot. Bien sûr, organiser, maîtriser, et c'est tout à fait possible. Donc simplement, moi je dis au gouvernement, au Parlement, je leur demande d'aller au bout de cette logique-là. Parce que il y a un projet. Il y a des choses contestables, il y a des choses où je dis chiche, allez au bout, le travail, mais évidemment, on jugera à l'arrivée au coup de sifflet final. Donc, je voudrais que le Parlement aussi et que tout le monde prenne ses responsabilités dans cette affaire. Bien, il y a aussi, je change de sujet, il y a aussi en débat au Sénat actuellement ce texte de loi sur la lutte contre l'occupation illicite des biens. En fait, c'est les squats, quoi, non? C'est ça Non, pas que les squats d'ailleurs, c'est aussi le locataire qui reste dans le logement et qui ne paie plus son loyer. C'est là le problème. C'est-à-dire que c'est annoncé comme une loi anti-squat. Lutter contre les squats, aucun problème, bien sûr. Mais alors du coup, on met dans le même sac des gens qui sont dans leur logement, qui peuvent plus payer leur loyer. Ils ont paumé leur boulot. Ils ont des charges de famille qui font qu'ils n'y arrivent plus. Je crois que ça parle à beaucoup de gens dans ce pays. Et donc ces gens-là qui du coup peuvent plus payer le loyer, on va les considérer comme des squatteurs. Et on va les mettre en prison. Vous savez, quand est-ce qu'on a aboli la prison pour dette en France? En 1867. Donc moi j'ai relu Les Misérables, c'est totalement sidérant qu'aujourd'hui dans notre République, on en soit imaginé de mettre en prison des gens parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Mettre en prison, je regarde le texte, en ce qui concerne des loyers impayés, le texte accélère les procédures judiciaires dans les litiges locatifs, en incluant notamment de manière systématique dans les contrats de bail une clause de résiliation de plein droit. Cette clause permettrait à un propriétaire d'obtenir la résiliation du bail sans avoir à engager une action en justice et de pouvoir ainsi obtenir plus rapidement une expulsion. Et vous avez un autre article qui prévoit des peines de prison. Qui prévoit aussi des peines de prison. Alors même. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps ou d'impayé ou. Ah bah oui, une fois que vous êtes en impayé. Oui. Une fois que votre bail est résilié. Oui. Que le juge a dit il faut partir. Oui.
vous savez qu'il y a bien des familles, surtout dans la période, là, en ce moment, qui sont dans cette situation-là. Elles voudraient pouvoir payer, elles ne le peuvent plus. Il faut quoi? Il faut qu'elles se mettent dans la rue? C'est sûr que nous, nos associations, elles vont faire le boulot. Oui. Mais ça veut dire qu'on met des gens en prison, les menace de ça, alors que depuis des décennies, on essaye d'éviter les expulsions locatives. Des gens dont on sait tous que dans leur immense... Il y a des voyous, évidemment. Mais les gens profitent, oui. Ah oui, mais enfin, quelques-uns. Mais il s'agit aussi de se mettre à la place du propriétaire. Qui a besoin du loyer peut-être pour vivre. Mais les propriétaires, il faut les protéger, c'est le droit de la République. Il y a en plus des propriétaires qui sont des gens qui ne roulent pas sur l'or. Évidemment. Des propriétaires âgés, malades. Et qui ont besoin du loyer pour vivre. Très bien. Le président de l'Union nationale de la propriété immobilière, sur votre antenne, il dit que ça concerne 1 à 3% des locataires. 1 à 3%. Donc on va remettre... Des propriétaires. Des propriétaires, oui, tout à fait. Et donc on va remettre un truc qui a disparu depuis le 19e siècle, une peine de prison parce que vous avez des dettes, vous ne payez pas votre loyer parce que vous ne le pouvez pas. Donc là, moi je demande à ce que dans ce pays, on s'arrête 30 secondes et qu'on réfléchisse à ce qu'on est en train de faire. Et moi je compte sur le Parlement et sur le gouvernement pour arrêter ce qui ressemble véritablement à une folie. Quelle serait la solution selon vous? La solution, 1 à 3% des locataires. 1 à 3. Donc évidemment, ces personnes-là, il faut les prendre en compte. Mais enfin, vous voyez bien qu'on ne fait pas une loi pour ces situations-là. 1 à 3%, ça veut dire qu'en réalité, le droit actuel fonctionne bien. Et le squat? Le squat, je vous ai dit, moi, j'ai pas de problème. Parce que j'ai vu les mesures contenues dans ce texte de loi. Par exemple, mesures qui triplent les sanctions encourues par les squatteurs. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende contre un an aujourd'hui et 15 000 euros. Non, mais moi, mon problème, c'est les impayés de loyer. Les squatteurs, bon, quand on regarde, vous savez, moi, les squats, j'en ai vu dans mes différentes fonctions. Bien sûr. On court un risque en allant trop loin dans la répression, c'est que des gens qui font des squats à peu près, qui tiennent à peu près, se mettent dans des trucs absolument effrayants à tout point de vue. Mais peu importe. Réprimer les squatteurs, moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Oui. Mon problème, c'est des gens, des braves gens, qui sont dans leur logement peuvent pas payer. Et qui ne peuvent pas payer et qu'on va menacer de prison. Oui, mais certains ne peuvent pas et d'autres pourraient et ne le font pas. Oui, mais aussi. Encore une fois, 1 à 3%. 1 à 3%, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Union de la propriété immobilière chez vous. Sur votre antenne. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous voyez, il y a une question sur qu'est-ce que c'est que la solidarité dans le pays aujourd'hui? Est-ce qu'on considère que parce que 1 à 3% des propriétaires sont devant des choses odieuses, on doit mettre en cause des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la précarité parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer? Oui. Vous voyez, il y a un truc dans la société dans laquelle on est, là, où je voudrais que tout le monde réfléchisse avant de s'embarquer dans des choses, parce qu'il y a effectivement 1 ou 2 cas ultra médiatisés et terrifiants. Gardons le sens des choses. La propriété, protégeons notre pays, elle doit l'être. Mais les locataires qui sont en situation de précarité... Est-ce que certains font l'amalgame entre le squat et les impayés de loyer? Oui, est-ce qu'il y a cet amalgame? C'est ce que font ceux qui ont proposé cette loi. C'est ce que fait ce texte de loi. Cette proposition, elle fait ça, elle mélange l'un et l'autre, alors que ça ne s'était jamais fait dans le droit français depuis 1867. Et que ça n'a rien à voir. Mais ça n'a strictement rien à voir, puisque dans un cas, les squatteurs, ils font quoi? Ils s'introduisent violemment dans un logement ou dans un local. Ça, c'est du squat. Mais là, je vous parle de gens qui sont entrés normalement dans leur logement, qui ont perdu leur boulot, ou qui ont des charges de famille. Et en ce moment, avec... Mais comment faire pour mieux protéger le propriétaire, alors? 1 à 3% des cas. Oui, mais j'y reviens toujours. 3% des cas. Alors écoutez, dans ce cas-là, il faut que le juge se mobilise, que la police se mobilise. Mais enfin, 1 à 3%, ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, le droit fonctionne bien. Donc faire une loi remettant une chose qui est quand même d'une symbolique et d'une réalité terrible. Moi, je dis, je connais des gens, j'en connais un d'ailleurs qui, je pense, s'exprimera publiquement bientôt, qui est un grand footballeur, qui me disait... Ça m'intéresse, je le dis tout de suite. Vous allez voir, ça ne va plus tarder. Je crois qu'il va finir par dire que lui, quand il était enfant, sa maman était en prison avec une loi comme celle-là. Voilà. Et Yann Thuram ? Nous verrons. Merci Pascal Brice d'être venu nous voir ici. Il est 12h26, vous êtes sur Sud Radio évidemment. Ça vous passionne? Eh bien tant mieux, merci, restez avec nous. André Berkoff.